Bonjour à tous, chers amis et chers abonnés de la chaîne Didactique du Français Plus. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes meilleurs vœux de santé et de bonheur à l'occasion de la nouvelle année. Je tiens également à vous remercier du fond du cœur pour vos nombreux encouragements. Comme promis dans la première des 6 vidéos que j'ai décidé de consacrer aux problématiques de l'enseignement des langues en Algérie de 1962 à ce jour, je reviens pour une deuxième vidéo qui va traiter cette fois d'un texte très important, un texte de loi qui aurait dû apporter de grands changements positifs dans l'enseignement des langues en Algérie et peut-être même dans l'extrascolaire. Il semble malheureusement que ce texte ne soit pas suffisamment pris en considération par les premiers concernés par l'enseignement des langues, comme les concepteurs de programmes et de manuels, certains inspecteurs et assurément par de nombreux enseignants. Il s'agit de la loi d'orientation sur l'éducation nationale, la loi 0804 du 23 janvier 2008. Je vous rappelle donc que la vidéo d'aujourd'hui est la deuxième d'une série de 6 vidéos. La première, intitulée « Les langues en Algérie de l'aube à l'aube de l'indépendance », a porté surtout sur la fameuse ordonnance du 16 avril 1976. Si vous voulez la voir ou la revoir, il suffit de cliquer sur la barre de suggestion blanche qui s'affiche maintenant au-dessus de ma tête. Vous allez également trouver son lien dans la description de la vidéo d'aujourd'hui qui se trouve au-dessous de cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui contient 3 parties. Je vais donner dans la première quelques rapides informations générales sur cette loi. Je consacre la deuxième, qui constitue l'essentiel de la vidéo, au statut notamment politique et didactique accordé aux langues dans cette loi. Dans la dernière partie, je vais faire une rapide mise au point au sujet des principaux changements positifs apportés par cette loi et au sujet de quelques-unes de ses limites. Avant de commencer, n'oubliez pas les 4 très simples clics, mais qui sont très importants pour la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. On dit que c'est bien de commencer une nouvelle année par une bonne action. Donc, cliquez sur le bouton « S'abonner » qui s'affiche en bas de la vidéo. Cliquez sur la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos dès leur mise en ligne et partagez la vidéo pour que vos contacts découvrent cette chaîne. Invitez-les à s'abonner pour que la chaîne atteigne au moins les 1000 abonnés. Si le contenu vous plaît, faites-le moi savoir en cliquant sur le pouce j'aime. Et si vous avez des remarques ou des conseils, etc., vos commentaires sont les bienvenus. Merci d'avance et bonne écoute. Je vais donc commencer par définir cette loi, la loi 0804.
Cette loi porte le titre « Loi d'orientation sur l'éducation nationale ». Son titre est la loi 0804 du 23 janvier 2008. Je pense que c'est le deuxième texte de loi le plus important de l'histoire de l'école algérienne après l'ordonnance du 16 avril 1976. La preuve, bien qu'elle porte sur l'éducation nationale, elle n'a pas été signée ni par le ministre de l'Éducation, ni par le Premier ministre, mais par le président de la République. Pour ce qui est de sa longueur, elle s'étale sur 60 pages. Après avoir expliqué, entre autres, que le monde a changé, que l'Algérie fait face désormais à de nouveaux défis qui exigent que le niveau de qualification des ressources humaines soit amélioré, on explique que cela exige que la loi du 16 avril 1975 soit adaptée à ce nouveau contexte. Cela dit, sans doute pour rassurer certains qui craignent les changements, pour les rassurer qu'on reste toujours dans l'esprit de l'ordonnance de 1976, on annonce dès le début qu'il s'agit d'une simple adaptation du texte qui régit l'éducation nationale. On explique en effet qu'au regard de ce texte, l'examen de la législation qui régit le système éducatif, en l'occurrence l'ordonnance numéro 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation, montre qu'elle exige de trop nombreuses adaptations, en plus de celles qui ont déjà fait l'objet de textes modificatifs, quoiqu'elles aient le mérite d'avoir consacré certains principes fondamentaux, modes d'organisation et de fonctionnement qui demeurent toujours d'actualité. Retenons donc que pour rassurer davantage, on explique qu'on ne rejette pas totalement cette loi de 1976 et que certains de ces principes fondamentaux qui régissent l'école algérienne sont toujours maintenus dans la nouvelle loi. Juste après ces précisions destinées à rassurer, on parle quand même de 20 changements par rapport à l'ordonnance du 16 avril 1976, dont les 5 suivants. Ouverture d'écoles privées, l'introduction de l'enseignement de la langue amazigh, la formulation de la possibilité de droit et d'obligation des enseignants, la revalorisation du statut de la fonction enseignante au triple plan moral, social et économique, la suppression du monopole de l'État sur le livre scolaire, etc. C'est clair, c'est plus qu'une simple adaptation, on annonce en réalité de grands changements. Le fait déjà de parler de langue amazigh est un énorme changement par rapport à 1976. Qu'en est-il des statuts des langues dans la loi de 2008? Commençons par les langues nationales. On ne parle plus justement de la langue nationale, mais de langue nationale au pluriel. Cela dit, on reste assez discret à ce sujet, disons qu'on ne le crie pas sur tous les toits. La preuve, cette expression n'est rapidement évoquée qu'à une seule reprise le long des 60 pages de la loi, et
elle est assez bien cachée dans un paragraphe qui traite surtout de l'unité de la nation. L'expression est en effet citée comme une idée très secondaire dans l'un des paragraphes du sous-titre qui s'affiche. Il s'agit tout d'abord de favoriser la consolidation de la vocation de l'école comme vecteur de l'affirmation de la personnalité algérienne et de la consolidation de l'unité de la nation. Avant de l'évoquer, on explique d'abord que l'école doit en particulier enraciner chez nos enfants le sentiment patriotique et promouvoir et développer l'attachement et la fidélité à l'Algérie, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale. Après cela, on parle de l'apprentissage de l'appartenance à une identité historique collective commune et unique, consacrée officiellement par la nationalité algérienne. Et on évoque également le respect du patrimoine historique, géographique, religieux, linguistique et culturel et de l'ensemble des symboles qui l'expriment, tels que, c'est là qu'on va glisser enfin l'expression, les langues nationales. Notons que même si c'est la première et dernière fois que l'expression est citée, premièrement, elle ne constitue pas l'essentiel du message. Deuxièmement, on ne dit pas ici quelles sont ces langues nationales. Et troisièmement, on parle d'abord d'unité nationale, d'identité commune, etc., avant d'évoquer assez discrètement ce mot. Par ailleurs, l'un des principaux changements apportés par cette loi réside dans le fait qu'on parle d'amazérité. On dit l'école algérienne doit assurer la promotion et la préservation des valeurs en rapport avec l'islamité, l'arabité et l'amazérité. On dira même que la formation d'une conscience nationale puise dans sa sève nourricière dans ces principes fondateurs de la nation algérienne, islamité, arabité, amazérité. Quand on traite de l'arabité, on explique que la langue arabe représente le premier instrument pour l'acquisition du savoir dans toutes les étapes de l'enseignement et de la formation. Il faut souligner que la langue arabe dont on parle ici est l'arabe scolaire et pas l'arabe algérien, d'autant qu'on parle de l'enseignement et de la formation. On dit également que la langue arabe, au même titre que l'islam, constitue avec la langue amazigh le ferment de l'identité culturelle du peuple amazigh et un élément essentiel de sa conscience nationale. Bien qu'on parle désormais de deux langues nationales, la priorité accordée à la langue arabe est plus que claire, pas seulement quand on considère cette langue comme premier instrument de l'acquisition du savoir, mais aussi et surtout dans la seconde partie, en effet, le choix du lieu dans lequel on insère l'expression au même titre que l'islam, et donc avant, et pas après avoir parlé de la langue amazigh, peut suggérer au lecteur que seule
la langue arabe aurait ce privilège d'agir comme l'islam pour constituer l'identité culturelle algérienne. Qu'est-ce qu'on dit au sujet de l'enseignement de l'arabe? On dit que cet enseignement doit être développé pour être une langue de communication dans tous les domaines de la vie et un instrument privilégié dans la production intellectuelle. Bien évidemment, on reconnaît ainsi que 32 ans après l'ordonnance de 1976, cette langue ne constitue toujours pas ni une langue de communication dans l'extrascolaire notamment, ni une langue de la production, par exemple, de la science. C'est ce qui conduit à enchaîner par « il est impérieux d'aborder sérieusement les questions de fond de l'enseignement de la langue arabe et de rechercher une plus grande efficacité à cette langue d'enseignement, ce qui signifie que cette efficacité n'a pas été encore atteinte. Qu'en est-il de la majorité? Qu'est-ce qu'on dit au sujet de la majorité? On dit la majorité en tant que langue, culture et patrimoine est une composante intégrante de la personnalité nationale historique. À ce titre, elle doit bénéficier de toute l'attention et faire l'objet de promotion et d'enrichissement dans le cadre de la valorisation de la culture nationale. La suite du texte est peut-être plus importante. On dit « L'école devra faire prendre conscience à l'élève, quelle que soit sa langue maternelle et quel que soit son lieu de résidence, des liens qui l'attachent à cette langue, notamment par l'enseignement de l'histoire ancienne de l'Algérie et du Maghreb, de sa géographie et de sa toponymie. » On insinue ensuite que tous les Algériens doivent étudier cette langue. En effet, on dit « l'Algérien devra pouvoir apprendre cette langue nationale, l'État devra mettre en œuvre tous les moyens humains, matériels et organisationnels afin d'être en mesure de répondre progressivement à la demande partout où elle s'exprime sur le territoire national. » La loi de 2008 est beaucoup plus bavarde en traitant des langues étrangères. De longs passages seront consacrés à ces langues. On dit par exemple que l'école doit développer l'enseignement des langues étrangères afin que l'élève algérien maîtrise réellement, au terme de l'enseignement fondamental, 2 langues étrangères tout en veillant à leur complémentarité avec la langue arabe d'une part et en tenant compte des intérêts stratégiques du pays d'autre part. Les langues étrangères ne posent plus de problème. On invite même à les considérer comme des langues qui vont compléter la langue arabe. Elles ne font plus peur. On leur assigne des rôles qu'on assignait avant qu'à la langue arabe. On indique qu'on doit envisager des relations de complémentarité entre ces langues et la langue arabe. Cela constitue une très bonne chose sur le plan didactique, bien sûr. Cela dit, il est quand même assez étrange que la complémentarité dont on parle ne concerne pas, par exemple, l'autre langue nationale, tamazight.
qu'est-ce qui pourrait justifier que cette complémentarité concerne les langues étrangères et pas la langue amazigh? Aucune raison d'ordre scientifique du moins, à mon avis. On note ensuite que le monde s'oriente vers la communication plurilingue, ce qui impose l'enseignement des langues étrangères dans tous les cycles. On dit la tendance mondiale en matière d'enseignement dans un monde structuré autour de la communication et au plurilinguisme impliquant l'intégration de l'enseignement des langues étrangères dans les différents cycles d'enseignement. On continue à justifier l'intérêt accordé à l'enseignement des langues étrangères à l'échelle mondiale et on cite trois considérations. La première est que les implications linguistiques très fortes résultant de la mondialisation de l'économie et des mutations technologiques déterminent la conquête des marchés et des savoirs. La deuxième concerne le fait que la maîtrise de langues étrangères de grande diffusion est indispensable pour participer effectivement et efficacement aux échanges interculturels et accéder aux connaissances universelles. La troisième considération est la suivante. On parle de l'introduction du plurilinguisme à un âge précoce que c'est reconnu par la plupart des pays, notamment au Maghreb et presque dans tous les pays arabes, comme un atout indispensable pour réussir dans le monde de demain. On explique ensuite qu'une politique rationnelle et avisée des langues étrangères qui tiennent compte des seuls intérêts de l'apprenant algérien et de la place de l'Algérie dans le concert des nations doit être mise en œuvre pour pouvoir accéder à la science, à la technologie et à la culture universelle. Je pense qu'en parlant d'une politique qui ne tient compte que des intérêts des élèves, on fait allusion au discours et aux positions de ceux qui ont l'habitude de refuser l'enseignement des langues étrangères, dont notamment la langue française, et pour des raisons politiques et idéologiques. Donc, on s'adresse à ceux dont le discours, tenant un discours trop conservateur et un discours de haine développé surtout au cours de la décennie noire. La suite confirme cela. On dit que le monolinguisme exigé par certains n'est pas bénéfique pour le pays. On affirme en effet que le monolinguisme ne peut contribuer au développement du pays. Il ne permet ni l'ouverture sur le monde, ni l'accès au savoir et aux connaissances scientifiques élaborées ailleurs, empêchant ainsi l'établissement d'un dialogue fécond avec les autres cultures et civilisations. En traitant enfin des missions de l'école, on parle de la maîtrise d'au moins deux langues étrangères en tant qu'ouverture sur le monde et moyen d'accès à la documentation et aux échanges avec les cultures et les civilisations étrangères. Je vais à présent rapidement faire une comparaison entre la loi de 2008 et celle du 16 avril 1976 dont j'ai parlé dans la première vidéo, dont
j'ai parlé au début de celle-ci. Quelles sont les principales avancées réalisées et quelles sont les limites? La première avancée concerne évidemment la reconnaissance de la majorité. En effet, on ordonne l'enseignement de la langue amazigh à tous les Algériens. Cette nouveauté découle essentiellement de la reconnaissance politique en 2002 de cette, disons, variété linguistique comme langue nationale et pas, par exemple, comme simple dialecte ou ensemble de dialectes comme on l'a considéré avant. D'ailleurs, certains, dont je fais partie, sommes très persuadés que ce qui a retardé cette reconnaissance n'est pas tant le qualificatif national, mais le mot langue. Autrement dit, durant tout le temps au cours duquel on refusait d'accorder le statut de langue nationale à la langue amazigh, c'est surtout le fait de la reconnaître comme langue qui posait problème. Car ce statut, quand ce statut de langue est acquis, le reste va de soi. En effet, même si l'expression langue nationale est assez polysémique, on considère généralement que toute langue qui est parlée par des nationaux ou les citoyens d'un pays par opposition aux étrangers est une langue nationale. Comme l'amazigh est assurément parlée par des Algériens, dès qu'on reconnaît que c'est une langue, elle ne peut être que nationale dans la mesure où elle n'est pas étrangère. Pour ce qui est de son enseignement, c'est une autre question. On a commencé à enseigner tamazight dans les écoles en 1975, plutôt en 1995, et donc avant sa reconnaissance comme langue nationale. La nouveauté apportée dans cette loi réside dans le fait qu'on ordonne la généralisation de son enseignement sur l'ensemble du territoire national. Deuxième changement important, on reconnaît la majorité comme élément constituant de l'identité algérienne et on ordonne la prise en compte de cette dimension par l'école. Cela dit, on constate également que deux des principaux fondements de l'ordonnance de 1976 ne sont toujours pas revus. On ne parle toujours que d'une seule et unique langue arabe, en l'occurrence l'arabe scolaire, tandis que l'arabe algérien n'est toujours pas reconnu et n'est même pas évoqué. Par ailleurs, même avec la reconnaissance de tamazight comme langue nationale, on maintient l'arabe scolaire comme unique langue d'enseignement. Pour ce qui est de l'enseignement de l'arabe et du français, on assigne des objectifs nettement différents à l'enseignement des deux langues. Quand on traite de l'enseignement de l'arabe, on parle par exemple de langue de communication, d'un instrument privilégié dans la production intellectuelle. Quand on parle de tamazight, on évoque seulement par exemple patrimoine, enrichissement, attachement à cette langue, affermir la dimension amazigh. Il y a par ailleurs un point flou au sujet de l'enseignement de la langue amazigh. On dit que l'Algérien doit apprendre cette langue, mais en même temps, on dit que cela va se faire selon la demande, puisqu'on parle pour répondre à la demande partout où elle s'exprime. Ce qui sous-entend que cet enseignement ne sera pas obligatoire, mais suite à la demande.
Qu'en est-il des changements qui concernent les langues étrangères? On assigne à l'enseignement des langues étrangères des objectifs beaucoup plus importants que ceux assignés par l'ordonnance de 1976. En effet, on disait alors que l'enseignement des langues étrangères devait juste permettre d'accéder à une documentation simple, de connaître les civilisations étrangères et de développer la compréhension mutuelle entre les peuples. On parle désormais de maîtrise réelle de deux langues, de complémentarité avec la langue arabe, d'accès à la science, à la technologie et à la culture universitaire et universelle, d'intérêt stratégique du pays, de mondialisation de l'économie, de conquête des marchés et des savoirs, de participer effectivement et efficacement aux échanges interculturels et d'accéder aux connaissances universelles, etc. L'autre changement concerne le passage du monolinguisme au plurilinguisme. La politique linguistique de l'Algérie post-indépendante est caractérisée surtout à ses débuts par un attachement excessif au monolinguisme. On admet maintenant que ce monolinguisme ne permet pas le développement du pays. On recommande de s'orienter désormais vers le plurilinguisme qui est reconnu comme un atout indispensable pour réussir dans le monde de demain. C'est un changement très important qui aurait dû libérer enfin les concepteurs de programmes et de manuels et les orienter vers une didactique du plurilinguisme. En conclusion, que retenir de tout cela? D'abord, commençons par les changements positifs. La loi d'orientation sur l'éducation nationale de 2008 a apporté de nombreux changements positifs que je qualifie de très importants et de très courageux. Je cite parmi ces changements 3. Le premier, on a décidé de généraliser l'enseignement de Tamazight. Le deuxième, on assigne à l'enseignement des langues étrangères des objectifs bien plus importants que ceux d'avant. Troisième changement important, on rejette clairement et explicitement la politique du monolinguisme au profit du plurilinguisme dont on cite les nombreux avantages. Cela dit, il y a quand même des limites. S'il est difficile de nier les nombreux pas en avant réalisés par cette loi, force est d'admettre qu'elle a également des limites. Celle-ci concerne notamment les langues maternelles des Algériens. Première limite, même après avoir arraché le statut de langue nationale, on continue à considérer la langue amazigh uniquement, si l'on veut, comme constituante de l'identité, comme partie du patrimoine, etc., et pas comme langue aussi importante ou plus importante en Algérie que l'arabe scolaire. Deuxième limite, on ignore le rôle capital que peut jouer Tamazight pour l'enseignement des langues étrangères ou secondes. L'autre limite est qu'on parle toujours et qu'on ne parle toujours que d'une seule langue arabe. Et donc, l'arabe algérien n'est cité nulle part dans les 60 pages de la loi. Enfin, on n'évoque
même pas la possibilité que les langues maternelles, donc l'arabe algérien, le kabyle, le chaoui, etc., jouent un rôle dans la nouvelle école. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'oubliez pas les 4 clics très importants pour la chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Sur la cloche des notifications. Partagez cette vidéo à vos contacts, surtout si vous pensez que ce thème peut les intéresser. Et enfin, si le contenu vous plaît, cliquez sur j'aime. Et bien sûr, vos commentaires, vos conseils sont aussi les bienvenus. Je vous remercie par avance. Merci pour votre écoute. À bientôt pour la suite et au revoir.